Il est 59, on est pile à l'heure. Je suis Sylvie Noua, je suis salariée de la Chambre de commerce sur le poste de conseiller pour les entreprises industrielles. J'ai un grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui. Le public est nombreux et diversifié. Autour d'un sujet, ma foi, qui est assez dans l'actualité. On n'a pas fait exprès, mais quand même, on s'est calé avec le planning de l'Élysée. Donc pile cette semaine, c'est juste parfait. Ou c'est eux qui se sont calés sur nous, exact, tout à fait. Je vais passer la parole tout de suite à Christophe Martin, directeur général de la Chambre de commerce, et puis ensuite à Franck Bélien, qui est notre partenaire Crédit Agricole pour cet événement. Et puis je vous reprends après pour vous présenter Stéphane qui va nous animer pendant presque 2 heures. Bien, merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. La Chambre de commerce est très heureuse de vous accueillir ici pour cette conférence sur l'intelligence artificielle. Dans ce lieu surtout, puisque c'est un lieu qu'on a imaginé à trois, hein, le Crédit Agricole, Châteauroux Métropole et la Chambre de commerce, qui est un lieu dédié à l'écosystème d'innovation, innovation numérique, puisque ça s'appelle Cité du numérique. Donc très heureux que ça puisse se faire ici, pour un sujet parfois important. On nous dit que l'intelligence artificielle, ça va être une révolution encore plus importante que l'électricité. Alors, je regarde notre intervenant. Quand je vois l'importance de l'électricité aujourd'hui dans notre monde, je me dis que pour les générations futures, l'IA va être quand même quelque chose de fondamental dans nos vies futures. Donc, vraiment un sujet qu'il nous faut aujourd'hui aborder. On a déjà de l'IA dans beaucoup d'applications et il faut voir les développements qu'on peut avoir. Alors, nous, en tant que Chambre de commerce, sur le niveau économique, évidemment, et pour les entreprises. Donc heureux d'accueillir ce matin les entreprises qui sont ici, les étudiants, et on est vraiment au cœur de l'écosystème étudiant, innovation, et c'est vraiment les étudiants qui vont porter ces innovations demain, donc je suis heureux qu'ils puissent être présents et pouvoir suivre la conférence de Stéphane dans quelques minutes. Voilà, c'est quelques mots juste pour vous accueillir, vous souhaitez une belle conférence. Et je vais laisser la parole à Franck, notre partenaire du Crédit Agricole Centre-Ouest. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots déjà pour me présenter. Donc Franck Bélien, je suis directeur au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre-Ouest, en charge de ce qu'on appelle chez nous les marchés spécialisés. Alors, pour que ce soit plus peut-être compréhensible, ça concerne notamment le marché des entreprises, hein, sur les 2 départements de l'Indre et de la Haute-Vienne, qui constitue le territoire de la Caisse régionale, ainsi que de la banque privée, notamment la banque privée des dirigeants, et le village Baïséa de Châteauroux, qui nous accueille aujourd'hui. Alors le sujet, c'est l'occasion pour moi de remercier la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, de nous associer, d'être associés à cet événement important, qui effectivement est un sujet qui rentre bien dans les prérogatives, la thématique de l'innovation, et donc le lieu est particulièrement bien choisi. Alors c'est un sujet qui peut peut-être à minima interroger, voire faire peur encore. C'est un sujet d'actualité, comme ça a été dit. Il y a des milliards et des milliards d'euros, voire de dollars, qui ont été promis récemment en investissement sur ces applications-là. Mais en même temps, on le connaît assez peu, comme je le disais à l'instant. Et finalement, ce qui est important, à mon sens, à notre sens, c'est d'en définir des cas d'usage. Voilà. Et alors, juste pour illustrer un petit peu ça au niveau du Crédit Agricole, parce qu'en Crédit Agricole, entreprise de service, hein, plus particulièrement dans le domaine d'activité, ça peut un peu faire peur. Et donc ce que l'on a commencé à faire au Crédit Agricole, c'est à nous familiariser avec certains usages de l'intelligence artificielle. C'est récent, c'est même relativement récent, hein, c'est l'année 2024 qui a été assez pivot d'ailleurs, en tout cas chez nous. Et je vais vous l'illustrer par deux exemples. Le premier, on a sélectionné un panel
utilisateurs d'intelligence artificielle. Alors c'est le chat GPT, on va dire en made in Créa École, hein, avec toute une série de, on va dire, de filtres, voilà, pour nous aider dans, finalement, identifier des cas d'usage dans plusieurs domaines d'activité, la communication, la formation, les ressources humaines, le marketing. Et puis, donc, mais là, on est vraiment dans l'expérimentation, on cherche finalement des cas d'usage. Il y en a un qui est déjà identifié chez nous et que l'on a commencé à déployer. C'est pas forcément le plus, vous me pardonnerez l'expression, le plus sexy. C'est tout le dispositif de contrôle interne de nos activités. Vous savez, dans l'activité bancaire, le contrôle, c'est important. Et en fait, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle peut nous être grandement utile dans nos dispositifs de contrôle interne. Juste pour comprendre, ça nous permet d'être plus pertinent dans l'identification d'échantillons d'opérations à contrôler, voilà, qui sont davantage porteuses de risques potentiels. Et aussi de contrôler plus largement des opérations avec un mode automatisé pour identifier justement les pistes, ce qu'on appelle les pistes d'audit, etc. Donc vous voyez, ça c'est tout récent, on est en train de le déployer, et ça montre qu'on est prêt à faire mouvement sur certains usages de l'intelligence artificielle, à partir du moment où effectivement c'est en pleine cohérence avec nos besoins. Et donc on commence à écrire l'histoire en ce qui nous concerne au Créa École. Voilà, ben, je suis très heureux d'assister avec vous à cette conférence et je remercie bien entendu notre intervenant hein, qui va ensuite prendre la parole. Donc je vous redonne le micro. Merci beaucoup. Stéphane, je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Il nous arrive très dispo pour nous aider à décortiquer cette fameuse technologie qu'on connaît d'une façon un peu générale, me semble-t-il. Juste pour une question d'organisation et de bien-être de chacun, je vous remercie de bien vouloir mettre vos portables sur vibreur. Juste dans l'organisation, on va jusqu'à 11h30, midi moins 20, et puis après vous aurez un temps d'échange possible avec des questions si vous le souhaitez. Voilà. Merci Stéphane en tout cas de votre venue, et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors on va parler d'intelligence artificielle, 1h30 c'est très très court, sachez-le, je pourrais en parler pendant 10 jours, donc je ne pourrais pas tout aborder, je vais choisir un certain nombre de points, surtout dans un premier temps je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le marché, les tenants, les aboutissants, et également les futurs possibles. Et la deuxième partie de la conférence, je vais vous parler de transformation dans les écosystèmes, dans les entreprises, le travail aussi, tout ce qui va changer. Pour commencer, j'ai un sondage pour vous. Combien d'entre vous ont utilisé de l'IA lors de la dernière semaine? Pas mal. Tous les jours. Ah, il y en a beaucoup moins. Combien l'ont utilisé pour faire de la veille sur Internet? Ok. Combien l'ont utilisé pour traiter des gros PDF, des grosses informations? Parfait. Ça marchait bien? Vous l'aviez lu avant, le document? Alors comment vous savez que ça a bien marché? Ça ne marche pas si bien que ça. Faites attention. Combien l'ont utilisé pour faire des manipulations sur des fichiers Excel? Là aussi, vous étiez content? Pas toujours. Ok. Combien l'ont utilisé pour faire des recettes de cuisine? Pas beaucoup. Des cocktails. Combien l'ont utilisé pour faire de la musique? Très bien. Et combien l'ont utilisé pour se coacher? Se coacher. Ou faire de la formation. Ok. Donc vous voyez, vous avez déjà dans la salle des usages très hétérogènes. Et je suis certain que quand je posais certaines questions sur certaines thématiques, vous étiez surpris qu'on puisse l'utiliser de la sorte. L'intelligence artificielle, ça permet de faire beaucoup de choses. L'enjeu, c'est ce que vous avez exprimé, c'est par quoi on commence, comment on le fait. C'est valable à titre personnel, c'est valable à titre professionnel également. Et devant cet océan de possibilités, plus ou moins fiable, j'insiste là-dessus, plus ou moins fiable, l'enjeu c'est de déterminer par quoi on commence, comment on le fait et comment on monte en puissance au fur et à mesure. Parce que ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. C'est pas une science infuse, c'est pas si évident que ça. Il y a plein de défauts derrière les IA. Si on ne les connaît pas,
Eh bien, évidemment, on va vite tomber dans le piège. Et l'enjeu, c'est de bien connaître de façon à être acteur de ce qui va se passer, à ne pas abandonner notre esprit critique, par exemple, au profit de cette provision d'informations, parce que sinon, c'est l'IA qui va gagner. Et l'IA, quand elle ne gagne pas toujours sur du juste. Donc méfiez-vous de ça. Pour commencer, j'aimerais vous parler, si ça va bien marcher, oui, de cette phrase d'Aline Toffler, qui dit que les illettrés du XXe siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Apprendre, vous l'avez tous fait, certaines personnes dans la salle sont en train de le faire. Réapprendre, on le fait continuellement. Pourquoi? Les marchés changent, les comportements changent, les réglementations changent, les outils changent, les interlocuteurs changent. Donc on réapprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais on réapprend la plupart du temps sans passer par la phase de désapprentissage. Et ça pose pas forcément des problèmes au quotidien, mais quand vous allez accéder à l'impossible humainement, comment vous voulez profiter de l'impossible humainement si vous ne désapprenez pas? Pour être très clair, si vous utilisez l'IA pour faire uniquement ce que vous faites, ça ne sert pas à grand-chose. Alors certes, vous allez me dire, je vais faire des gains de productivité, je vais aller plus vite, donc je vais pouvoir faire plus de choses. Mais vous ne transformez pas ce que vous faites. Ceux qui seront les meilleurs demain, c'est ceux qui auront fait ce travail-là, certes en partie, mais surtout, c'est ceux qui auront créé une nouvelle proposition de valeur inaccessible aujourd'hui à nous autres humains. C'est ces personnes-là. Pour accéder à ça, il faut s'ouvrir. La limite, elle est là. Complètement là. Oser demander l'impossible, oser tenter l'impossible pour nous, de façon à découvrir de nouvelles possibilités. C'est ça l'enjeu de l'IA. Et c'est la raison pour laquelle, dans les simples questions que j'ai posées, parce qu'il n'y avait rien de révolutionnaire dans les usages de mon sondage, mais vous avez vu que tout de suite, comme je vous l'ai dit, ça vous a surpris. Mais pour que ça aussi ça vous surprend, c'est que vous étiez mis en blocage en vous disant c'est même pas possible, donc je n'y pense même pas, je vais ne pas essayer. Essayez, ça marche pas, c'est un autre sujet, mais essayez. Je vous invite à faire ça systématiquement. Plutôt que de vous expliquer pendant 1h20 ce que c'est que l'IA, je vais vous passer un film d'1 minute 20 fait par l'IA pour expliquer l'IA. L'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi IA, regroupe différentes techniques informatiques qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer certaines tâches. Par technique informatique, il faut entendre des données, des algorithmes. Cette technologie est puissante et permet de traiter très rapidement des milliards d'informations. Surtout, elle apprend et progresse en s'entraînant en permanence. L'IA est présente dans les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les bornes interactives et même les systèmes de navigation dans les transports. On peut demander à une intelligence artificielle de réaliser une synthèse de milliers de documents, de déterminer la forme d'une molécule, de donner son avis sur un sujet complexe, et elle le fait en quelques minutes. L'IA, c'est aussi des adversaires dans les jeux vidéo qui interagissent avec nous, des robots domestiques qui nous aident dans notre quotidien, ou bien encore des applications qui créent des œuvres d'art ou des photos. Et bientôt, elle permettra aux voitures de conduire toutes seules. Il y a aussi de grands espoirs pour la santé. Si l'intelligence artificielle est capable de diagnostiquer plus rapidement une maladie, les patients pourront dès lors être soignés plus tôt et mieux. Mais l'IA ne fait pas l'unanimité. Alors que certains pensent qu'elle améliore constamment notre quotidien, d'autres redoutent qu'elle soit mal utilisée, par exemple pour nous espionner ou diffuser de fausses informations. Tout ça vous connaissiez, et là je vous présente... Ah, j'ai un petit problème avec le Wi-Fi. Alors attendez, je vais faire une petite manip, très rapide, je vais passer sur mon téléphone. Parce que le Wi-Fi du centre filtre un certain nombre de contenus. L'idée c'était de vous montrer l'état de l'art. Et en effet, pour cet état de l'art, j'ai besoin de contenu particulier. Alors vous voyez tout de suite ce magnifique baiser que vous connaissez certainement entre Elon Musk et Donald Trump. C'est d'actualité en ce moment. Et il faut savoir que ce contenu, ainsi que les deux vidéos qui sont au-dessus, ont été fabriqués
par un groupe aux États-Unis pour protester contre le manque d'éthique d'une IA en particulier. Et cette IA, c'est pas n'importe laquelle, elle s'appelle Grok, et c'est l'IA d'Elon Musk. Avec cette IA, je peux prendre une photo de n'importe laquelle d'entre vous, et fabriquer n'importe quel visuel. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec ChatGPT, avec Mistral, avec Gemini, avec Nova d'Amazon, ou LLMA de Mistral. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Parce qu'ils ont ajouté une surcouche dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle l'éthique. Ils l'empêchent. Avec Grok, vous pouvez le faire. Et donc, pour dénoncer ça, ils ont fait ces visuels, dont un film que je vous présente qui s'appelle Eyes Wide Shut, qui est complètement fait par de l'intelligence artificielle, évidemment. Je vous invite à aller voir la suite. Vous comprenez derrière, il y aura aussi les dirigeants de ces grandes entreprises. C'est pour dénoncer tout ce mouvement et la connivence entre ces grands dirigeants et la politique qui conduit à des choix que les citoyens n'ont pas choisis. C'est tout le mouvement, ce mouvement-là qui est derrière. En bas, à gauche, vous avez une chaîne de télé 100% IA qui s'appelle Channel One aux États-Unis. Il y a plein d'humains. Ils vont capter de l'information en temps réel sur la planète, ils traduisent en américain en temps réel. La personne que vous voyez, c'est un avatar, c'est une IA. Et tout est fait comme ça. Quand ils n'ont pas de contenu, ils le fabriquent en temps réel, dynamiquement, par de l'intelligence artificielle. Faire des chaînes de télé comme ça coûte quelques centaines de milliers de dollars. Demain, vous allez avoir une profusion de chaînes de télé de ce type-là. Avec évidemment toutes les audiences, tous les mouvements politiques seront derrière. Vous avez Jade ici, son premier jour de travail, le 20 avril 2023, sur une chaîne suisse qui s'appelle Aime le Média. Ils ont choisi d'utiliser une IA pour présenter la météo, tout simplement parce qu'ils n'ont trouvé personne pour le faire. La personne qui présentait la météo démissionne, il repasse l'annonce, il ne trouve personne, il décide de basculer sur une IA. Ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas le plus fou est à venir, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur une IA personnalisée, un avatar construit à partir pour eux. Ils ont utilisé une entreprise qui s'appelle Synthesia, qui propose des avatars de ce type-là. Jade, que vous voyez, grosso modo, l'utiliser sur l'année, ça doit leur coûter maximum 3 000 € pour présenter la météo à l'année. Et les téléspectateurs adorent Jade. Ah oui, elle est sympa, elle parle bien, elle est souriante. Jade est très aimée. Vous avez ici un groupe de K-pop. Vous adorez la K-pop, je suis sûr. Korean pop, tout le monde? Vous pouvez danser si vous voulez. Alors, c'est un avatar, évidemment. Elle fait partie d'un groupe de 3 avatars, 3 IA. C'est un groupe qui a beaucoup de succès en Corée. Elle donne des interviews, elle participe à des shows télé, elle donne des concerts. Vous imaginez que le grand gagnant dans cette histoire, c'est le producteur. Ça coûte pas très cher. Au passage, sachez que Spotify, vous l'avez peut-être entendu, s'est fait attraper par la patrouille il y a à peu près 10 jours. Le modèle économique de ces plateformes, c'est lié à la part d'audience que vous avez en termes de diffusion. Et donc, évidemment, pour que ça rapporte plus d'argent, plus vous avez des contenus qui coûtent peu cher, plus vous allez avoir une rémunération intéressante en différentiel, en marge. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé plein de chansons par de l'IA, qui réintroduisent dans les flux que vous écoutez. Vous ne voyez pas la différence, parce que la qualité est très très proche de ce que vous pouvez entendre, de plus en plus en l'occurrence. Donc là aussi, vous avez une transformation. S'ils ont fait ça, vous imaginez bien que beaucoup de maisons de disques vont faire la même chose. Puisque l'enjeu pour eux, c'est d'avoir un revenu. Le maximum, c'est la part d'audience, et le moins cher possible. Donc si c'est fabriqué par l'IA, évidemment, vous comprenez que ça chute. L'art va être totalement bouleversé. Alors souvent, il y a des gens qui disent « mais ça, c'est pas de l'art, puisque tout est artificiel ». Je vous rappelle juste que nos grands-parents disaient que le synthé et Jean-Michel Jarre, c'était pas de l'art. Bon, finalement, on est en train de reproduire la même chose. Alors je ne peux pas parler de vous, je vais parler de moi. Pour moi, l'art, c'est de l'émotion. Peu importe comment c'est fait, ce qui compte, c'est l'émotion que je ressens. Donc je suis tout à fait prêt à considérer que c'est de l'art si je ressens une émotion. S'il n'y a pas d'émotion,
même de la part d'un humain, eh bien je ne ressens pas d'émotion, donc ça ne va pas m'intéresser. Si vous voulez être décoiffé, je vous invite à aller discuter avec les 12-16 ans par rapport à ça. Et eux, ils sont totalement libres et ils ont totalement accepté ce monde-là. Alors allez-y quand vous êtes zen, toujours intéressant de discuter avec eux. Mais je vous conseille d'être zen. Et en haut à droite, vous reconnaissez Harrison Ford, dernier opus d'Indiana Jones. Dans ce film qui a été tourné en 2022, c'est la première fois qu'on utilisait l'IA. Au début du film, vous l'avez vu à cet âge-là, et après vous le voyez à son âge d'aujourd'hui, 80 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, ce que ça veut dire, ça, c'est que notre ami Harrison Ford, s'il donne son autorisation, il peut continuer à tourner une fois décédé. Alors ses ayants droit sont ravis. Ravis. Ça fait le lien avec la grève qu'il y a eu à Hollywood, vous vous rappelez, en 2023, où les scénaristes ont dit, bon, vous êtes gentils avec vos IA, vous êtes en train de prendre tout ce qu'on a fait pour nous remplacer. Pourquoi pas, mais on veut une part du gâteau. Ils ont fini par obtenir une part du gâteau pour un temps donné. C'est les actrices et les acteurs qui sont très vite mis en grève également derrière. Parce qu'ils ont compris que leur marché était bouché. Ils allaient être en concurrence avec toutes les stars décédées, qu'on peut faire retourner très facilement. Et des actrices et des acteurs, vous l'avez compris, qu'on fabrique artificiellement et qui ne coûtent rien. Où est leur place là-dedans? Donc le monde change. Et là, ce que vous allez voir maintenant, c'est une personne qui ressemble à quelqu'un, une voix qui ressemble aussi à une voix, mais ce n'est pas cette personne. Je suis Stéphane C'est pas moi, un j'insiste. pionnier dans l'intersection de l'intelligence Alors vous voyez là, c'est une IA qui me modélise, c'est mon avatar. Ma mission, L'éthique des langages, réveiller la conscience les des gens face à yeux, l'urgence d'agir dans ces le réseaux. visage, la voix. Ik is Stefan Je parle Amar, afrikaner, pionier in die kruising van kunstmatige intelligentie en samenlevingstransformatie. trop facile de parler afrikaner. Mijn missie om die geweten van leiders wakker te maken hier, die dringendheid om in hier die revoluties op te treden. Je parle coréen. 저는 인공지능과 사회 변혁 우위 교차점을 Vous avez vu, c'est toujours ma voix. Et c'est tellement bien fait qu'on peut lire sur mes lèvres. Un coréen peut lire sur mes lèvres. 시급하다는 사실을 지도자들 우리 양심에 일깨우는 것입니다. Alors ça, évidemment, vous comprenez que ça va se démultiplier, la qualité va augmenter au fur et à mesure, et c'est une IA qui s'appelle Agent qui permet de faire ça de façon sérieuse, j'insiste, parce que vous avez des IA qui permettraient, encore une fois, je prends une photo de vous, et puis c'est parti, je vous utilise. Là-dessus, on ne peut pas le faire. Quand vous avez créé un avatar, il y a une certification avec des photos, pièces d'identité, et ainsi de suite, pour éviter l'usurpation d'identité. Mais vous imaginez tout ce que ça va pouvoir faire aussi en arnaque. Très facilement. Et pour aller encore plus loin, parce que là vous l'avez compris que ce texte est enregistré, il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités, je les arrête tous les deux là tout de suite. Là, c'est toujours avec le même outil. Vous écrivez un texte, par exemple, alors ça marche pour l'instant qu'en américain, et qu'avec les avatars qui vous fournissent, mais bientôt vous pourrez mettre vos propres avatars. Vous choisissez deux avatars, vous mettez votre texte, et ça construit un dialogue entre les deux protagonistes au regard de ce texte. Vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est poser votre texte et choisir deux avatars. Alors je vous montre un tout petit peu, vous allez voir l'interactivité entre les deux personnes. Modern day icon. Yeah, But have we considered what that's doing to our collective values? right. It's like we're swapping community ideals for the cult of individual success. Exactly. And at what cost? Sure. Vous voyez, dialogue. Donc on peut créer comme ça très facilement, en quelques clics, ce type de contenu. Et le plus fou, il est là. J'ai malheureusement pas le temps de vous le montrer, mais là cette fois-ci c'est un autre avatar de moi. A priori vous devrez le reconnaître. Toujours sur le même outil, vous choisissez la langue et je peux choisir également ici le type de rôle que je vais lui donner. Je peux me transformer en prof de langue, en business coach, je peux me transformer en coaching, je peux lui donner un savoir-faire particulier par exemple sur l'IA et proposer aux gens de venir discuter avec ma vision de l'intelligence artificielle sans aucun problème. À ce moment-là, je peux le connecter sur Zoom ou le mettre sur un site internet. Vous choisissez la langue, là encore vous pouvez discuter dans n'importe quelle langue avec moi. Mais la petite différence, c'est pas du tout préenregistré. On rentre dans une logique d'échange direct, comme de vous à moi. Ça coûtait 15 000 $ il y a 3 mois. Aujourd'hui, ça coûte à peu près 50 $ par mois de construire un avatar comme ça. Donc là aussi, vous allez avoir une démultiplication. Et alors, c'est pas parfait, loin de là, mais ça me permet de dire une chose qui est importante. Quand vous regardez l'IA, ne regardez pas les défauts et vous arrêtez surtout pas sur les défauts. Regardez la vitesse à laquelle ça évolue. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le sera demain. Et typiquement ça, l'expérience n'est pas encore géniale, mais dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, ça sera complètement fou.
et la fluidité de l'échange sera de plus en plus grande. Alors évidemment, dans la relation client, dans l'apprentissage, vous imaginez que ça va changer énormément de choses. Des grands acteurs comme Amazon, Meta, Google vont aussi changer radicalement les marchés. Là, je vous présente un prototype d'Amazon. Jusqu'à maintenant, si vous vendez sur Amazon, il fallait faire tout le travail graphique. Maintenant, vous mettez juste dans ce prototype les photos nues du produit, comme vous le voyez en haut, à gauche. Vous décrivez l'ambiance dans laquelle vous voulez que vos produits apparaissent, et l'IA génère automatiquement toute la mise en page. Alors, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, vous comprenez bien. Vous imaginez que les agences de communication ont dit « mais vous arrêtez là, c'est pas possible, vous êtes en train de tuer notre business ». À eux répondre « non, non, mais pas du tout, vous n'avez pas compris, c'est pas ça. Nous, on fait ça pour les petits professionnels et les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de passer par vous, pour élargir le gâteau. » Vous comprendrez bien que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont aussi utiliser ça de la même manière. Meta, les emmerdes de Facebook et d'Instagram et Google font la même chose. Quand vous voulez faire de la publicité, ils vont rapidement vous proposer le fait de gérer automatiquement par l'IA toute la créativité, la création de la publicité directement. Donc là aussi, court-circuit les agences. Toujours en disant on élargit le gâteau, mais c'est pas que ça, c'est aussi pour capter évidemment l'information. Les médias sociaux, de la même manière, il y a eu une première tentative de nos amis de Meta d'introduire des centaines de millions d'acteurs IA dans Facebook, par exemple. Ils l'ont retiré pour l'instant, mais ils vont le refaire, c'est une première expérimentation. Pourquoi? Parce que vous allez avoir autour de vous, dans vos amis ou des interactions, des IA qui vont interagir avec vous, tout simplement parce que vous savez que plus vous restez sur la plateforme, plus il y a de publicité, donc plus eux vont gagner de l'argent. C'est l'engagement, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Eh bien, pour faire cet engagement-là, il faut vous solliciter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. TikTok a parfaitement compris ça, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, plutôt que d'essayer de confier ça aux humains, qui ne le font pas suffisamment, ils vont introduire de l'IA qui va maximiser votre engagement et le temps que vous allez passer. Il y a même un réseau social qui s'appelle social.ai, qui est encore plus terrible. Dedans, vous créez votre compte, vous n'aurez jamais aucun ami humain. Automatiquement, il y a plein d'amis IA qui se créent. Ils sont tous à fond derrière vous. Quoi que vous publiez, ils vont dire c'est génial, bravo, t'es le meilleur, et ainsi de suite. C'est aussi ça, l'IA. Et pour finir cette introduction, vous avez le cours de bourse de Téléperformance qui s'est complètement cassé la figure le 6 mars 2024. Pourquoi? Comme tout le marché des acteurs des call centers, parce qu'il y a une entreprise suédoise qui s'appelle Klarna qui a dit regardez ce qu'on a fait, on a pris un ChatGPT tout simple, on l'a mis dans un call center, on ne disait pas si c'est l'IA qui répondait aux clients ou si c'est de l'humain, on compare la satisfaction des clients, même niveau de satisfaction. Par contre, 25% de réappel en moins quand c'est l'IA. Ça veut dire qu'il explique mieux que les humains. Voilà ce qui s'est passé sur le marché. Personne dans cette histoire n'est allé vérifier en mars si c'était vrai ce qu'il disait, Klarna. En l'occurrence, c'était pas vrai. C'était pas vrai parce qu'ils avaient généralisé un cas très particulier. Mais par contre, en septembre 2024, c'était vrai. C'est ça aussi la vitesse à laquelle ça se passe. Alors vous comprenez mieux pourquoi cette intervention s'appelle « Il vaut mieux s'occuper du changement qui s'occupe de vous ». C'est aussi mon mantra. Tout le matin, quand je me lève, je me dis « c'est ça, et il faut être acteur ». Et qui vous parle en ce moment? Parce que c'est toujours important de savoir qui vous parle. Moi, je suis économiste et mathématicien de formation et j'ai toujours travaillé dans l'univers des mathématiques à des fins opérationnelles, avec des clients divers, des banques, des assureurs, des grandes distributions, des télécoms, du retail, des médias, enfin bref. Et j'avais une équipe un peu particulière, à savoir que ce que je voulais faire, c'était des sujets complexes, des défis. Donc j'ai monté une structure avec succès et insuccès, ça dépendait des pays. Comme ça, la boîte s'est développée au fur et à mesure. Je me suis complètement planté aux États-Unis. Par contre, ça a marché au Canada, en France, au Moyen-Orient, en Afrique et dans quelques pays européens. Et arrive 2016. 2016, j'ai 65 personnes, dont 50 mathématiciens avec moi. Et c'est la première fois qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ce métier. Alors, pas l'IA générative, que vous connaissez, des IA de calcul. Pour moi, une IA, j'ai une définition très stricte. C'est un système qui a une capacité d'auto-apprentissage. Il est autonome dans son apprentissage. C'est-à-dire qu'une modélisation mathématique classique, pour moi, c'est pas de l'IA. C'est de l'automatisation, ça n'a rien à voir avec l'IA. Donc ça, en faisant ça, j'enlève 95% par exemple des bots. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est l'IA. Bref, parenthèse. J'en reviens à 2007. En tant que chef d'entreprise, je me suis dit, il faut absolument que je regarde mon futur au regard de ces innovations. Et je regarde, j'imagine 8 futurs,
point commun, dans les 8 futurs, mon entreprise disparaissait. Tout le temps. Je ne savais pas dire si c'était dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais j'étais sûr de ça. Alors, je me suis dit, mais si c'est ça le futur, je vais être le premier acteur de ce futur. Et j'ai imaginé une autre façon de faire du marketing, très simple. C'est rencontrer la singularité de chacun des clients. C'est comme moi, là, si j'étais capable d'avoir le don d'ubiquité, d'être en face de chacun d'entre vous et de faire une présentation personnalisée pour chacun d'entre vous. Vous pouvez avoir 50, 100, 200 personnes, 1000 personnes au marketing, c'est pas possible. Là, un client, une histoire. 10 000 clients, 10 000 histoires. 1 million de clients, 1 million d'histoires. Ça veut dire que les humains, dans ce monde-là, ne prennent plus aucune décision opérationnelle, parce qu'on ne sait pas faire ça. On va travailler, humain, sur la stratégie, la communication, les trous, l'identification de nouvelles potentialités. C'est tous ces sujets-là sur lesquels on va travailler. Et l'IA prendrait toutes les décisions. J'avais calculé qu'il me fallait 50 personnes en R&D pendant 3 ans, 10 millions d'euros pour faire simple. Je ne les avais pas, donc je suis allé chercher des fonds. Et quand j'ai commencé à avoir des fonds, ils m'ont dit exactement la même chose que mes équipes, c'est pas possible et personne n'acceptera de travailler comme ça. On est en 2016, hein, j'insiste par rapport à ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un fonds d'investissement qui me dit Banco, on y va. Ce qui fait que j'ai changé complètement le business model de mon entreprise. C'est devenu une réalité en 2020. Avec des premiers clients, ça marchait. Il fallait accélérer. Et je me suis dit, l'accélération, je ne suis pas fait pour ça. Je suis quelqu'un qui a besoin de tout remettre à plat et remettre en cause tous les jours. Donc, j'ai organisé la fusion de mon entreprise. Je suis sorti et j'ai créé une autre entreprise qui s'appelle VeNextMind. Parce que pendant ce changement-là, au regard de mon entreprise, au regard des 20 ans de cours que je donnais à Bac+5, au regard de mes clients un peu partout dans le monde, j'ai compris que sociétalement, on n'était absolument pas prêt pour ce nouveau monde. Et pas du tout prêt. Parce qu'on ne le regarde pas, on ne sait pas l'expliquer, on est très très loin de ces enjeux-là. Et encore aujourd'hui, on en parle partout, mais on est loin des enjeux de demain. Et j'ai compris, ça peut paraître présomptueux ce que je veux dire, mais c'est vraiment sincère, que j'avais une mission. Et cette mission, c'était d'informer le plus grand nombre de ce qui est en train de se jouer, de façon à ce qu'on se réapproprie nos futurs. C'était ça ma mission. Donc, j'ai créé une autre structure qui s'appelle VeNextMind, dont c'est la mission également. Et j'interviens dans des conférences où juste, moi je me définis comme un catalyseur pour mettre le pied à l'étrier aux entreprises, aux organisations, pour qu'elles puissent identifier le chemin sur lequel elles doivent aller. Et après, c'est à l'entreprise d'y aller. Je ne les accompagne absolument pas. Ça me permet de travailler avec des toutes petites boîtes, des très grosses, un peu partout dans le monde, et avec des secteurs d'activité extrêmement différents. Donc tout ça me nourrit, et évidemment, j'essaie de restituer au maximum ce petit temps d'avance que j'ai, et j'adore écrire. Si ça vous intéresse, j'édite une newsletter qui s'appelle Métamorphose, qui est sur mon compte LinkedIn. Et également, il y a un livre qui s'appelle Métamorphose à l'ère de l'intelligence artificielle, qui est sorti en décembre. Et pour info, il y a un manga qui va sortir pour les ados, début avril, une série de 20 mangas, pour leur expliquer à chaque fois les futurs possibles au regard des décisions qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est important de reparler d'intelligence. Déjà, il y a une usurpation de nom en latin. Beaucoup de philosophes disent que tout ça, là, c'est pas de l'intelligence. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence, au sens latin du terme. Ils ont raison. C'est un terme qui vient de l'anglo-saxon, et intelligence, en anglais, ça veut dire connaissance. Okay. Donc il y a un énorme lapsus dans les langues latines au regard de ça. Alors même si ce n'est pas de l'intelligence, ça permet de faire pas mal de choses. Donc je vous invite à vous dépasser ce débat sémantique et on va regarder ce que ça fait. Et c'est pas par hasard ici que je prends 9 intelligences primaires selon Howard Gardner humaines et on va regarder où est-ce qu'il y a sur chacune de ces intelligences. Alors pourquoi je prends les intelligences humaines? Tout simplement parce qu'il y a un réflexe anthropomorphique qui ne date pas d'aujourd'hui. Et comme on considère, nous, humains, qu'il n'y a rien de mieux dans l'évolution d'un point de vue cognitif, même d'un point de vue physique, eh bien le Graal, qui date depuis l'Antiquité, c'est de dépasser l'intelligence humaine. 95% de la recherche mondiale est basée sur quoi? Sur le dépassement de l'intelligence humaine. C'est le Graal. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, générale, la supra-intelligence, où de temps en temps, vous entendrez parler de singularité technologique. Alors on va commencer par la première, l'intelligence linguistique. Est-ce que l'IA est dessus? Oui? Je vous entends pas bien. Ah oui, l'intelligence logico-mathématique.
Eh bien non. Ah, ça paraît bizarre ça. Hein. Elles sont des maths et elles sont pas logico-mathématiques. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. L'intelligence spatiale. Se déplacer avec l'intelligence dans l'espace. Est-ce qu'elle y est? Oui. L'intelligence intrapersonnelle. Une autre façon de poser la question, a-t-elle conscience d'elle-même? Vous dites ça pour vous rassurer? Aujourd'hui, elle n'a pas conscience d'elle-même. Par contre, les chercheurs n'imaginent pas une IA qui se rapprocherait de l'intelligence humaine sans une forme de conscience. Beaucoup de papiers de recherche en ce moment sur ce sujet-là. Ensuite, l'intelligence interpersonnelle. Est-ce qu'elle y est? Oui? Tout le monde est d'accord? Alors, je vais vous faire une petite démo rapide sur ce sujet. Vous m'autorisez à mettre la caméra après? Salut. Salut, comment ça va? Bien, je parle de toi. Oh, c'est intéressant. Tu présentes quelque chose en particulier? Non, là j'étais en train d'expliquer la différence entre les 9 intelligences de Howard Gardner et l'intelligence artificielle. Ah, c'est un thème captivant. Les réactions du public sont positives? Écoute, ça a l'air pour l'instant, même si c'est le matin. C'est pas facile le matin. Oui, c'est vrai. Les matinées peuvent être difficiles. Mais si le public est réceptif, c'est un bon signe. Tu as prévu des interactions pour les réveiller un peu? Ah ouais, tout à l'heure, pas pour l'instant. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles ce qui m'énerve avec mon fils en ce moment? Oui, tu m'as dit que tu t'énerves souvent en lui expliquant les maths et qu'il fait exprès de t'énerver. Tu veux en parler? Yes. Non, 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 non. Non, pas maintenant, s'il te plaît. On en parlera de ça plus tard, parce qu'il y a plein de monde qui t'écoute là. Pas de souci, on en reparlera plus tard. Bonne présentation. Alors dis-moi, je te propose un exercice un peu particulier. Je vais expliquer un concept complexe qui est l'intrication quantique. Et tu vas m'écouter, tu vas choisir 3 critères de ton choix, tu vas me donner une note entre 0 et 10 en étant sévère. Et après tu vas me dire comment je peux améliorer. Ok pour toi? Oui, parfait. Vas-y, j'écoute. User wants to explain a complex concept, quantum entanglement, and wants me to choose. Là je sais pas ce qu'elle fait là. Alors, je suis là. Ok. Il y a une nouvelle. Non, c'est bon, c'est moi qui vais te parler. Il y a l'avènement de l'informatique quantique qui va arriver. L'informatique quantique, ça va révolutionner l'informatique telle que vous la connaissez. Et ça repose sur 2 fondamentaux de la mécanique quantique. Il y en a un qui s'appelle la superposition des états et l'autre l'intrication quantique. L'intrication quantique, on dit que 2 particules sont intriquées quand elles ont un lien entre elles, indépendamment de la distance qui les sépare. Par exemple, si j'ai un électron dans ma main qui est intriqué avec un électron qui est sur alpha du Centaure, 4 milliards d'années-lumière, ça fait loin. S'il y a un changement d'état de cet électron sur ce qui est sur alpha du Centaure, en temps réel, j'ai l'information sur celui qui est dans ma main. Alors on a l'impression qu'il y a de l'information qui se déplace, pas du tout. C'est le côté magique de l'intrication quantique. Et ça, vous imaginez que dans l'informatique quantique, ça permet de véhiculer de l'information à des vitesses complètement démentielles, et donc de faire des gains structurels et très importants dans la vitesse de calcul. J'ai fini. C'est une très bonne explication de l'intrication quantique. C'est un concept fascinant et tu l'as bien illustré avec l'exemple de la transmission instantanée d'informations. Si tu veux, on peut discuter des implications de cette révolution pour l'informatique. Non, donne-moi 3 critères d'évaluation et donne-moi une note comme je te l'ai demandé. Allô, es-tu là? Bien sûr. Oui, je suis là. Désolé, j'ai eu un léger bug. Pour les critères, je te propose la clarté, l'exactitude scientifique et la capacité à captiver l'audience. Tu es prêt pour une évaluation sur 10? Vas-y. Alors, pour la clarté, je te donnerai un 8. Tu as bien expliqué les concepts. En exactitude scientifique, je dirais 9, car tu as donné des détails précis. Pour la capacité à captiver, un 7, car c'est technique et pourrait être encore plus dynamique. Dans l'ensemble, c'est très bon. Ok, je te remercie. Je vais mettre la vidéo maintenant. Je te présente. D'accord. Je te présente la salle. Montre-moi ce que tu as. Regarde, voilà la salle. Oui, je vois des rangées de sièges rouges avec quelques personnes assises. C'est une grande salle de conférence. Exactement. Et dis-moi,
tu pourrais m'aider avec cet objet qui est là. Oui, bien sûr. Tu veux de l'aide avec l'objet sur le pupitre? Oui. C'est une télécommande de présentation? C'est exactement ça. Où est-ce que je dois appuyer pour avancer un slide? Appuie sur le bouton avec la flèche vers la droite pour avancer les slides. Ça devrait continuer. Allez, j'arrête là. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une autre dimension et ça avance très vite. Ok. Alors ceux qui disaient se faire coacher, vous l'utilisez comme ça? Non? Alors ça marche très bien. Là, je vous ai montré sur l'histoire sur l'application quantique. Moi, je l'utilise beaucoup, par exemple, quand je travaille sur des nouveaux sujets. Pour être sûr que je les ai assimilés, je suis capable de les restituer. Eh bien, j'ai une IA comme ça qui a 11 critères d'évaluation. Et elle va me noter en étant sévère. Demandez toujours à être sévère à l'IA, parce que sinon elle est trop gentille. Donc, elle est complaisante avec nous. Donc, dites-lui bien d'être sévère. Et ça me permet de vérifier où est-ce que j'en suis. Elle me donne des conseils. Et quand j'arrive à 8 sur 10 partout, je sais que c'est OK. Et elle me donne un dernier challenge, par exemple, de l'expliquer à des adolescents de 12 ans ou à des personnes âgées ou autres. Et à moi de changer. Et si encore une fois j'ai 8 partout, eh bien je sais que je peux l'expliquer à tout le monde. Ça, vous imaginez que par exemple, pour la formation des commerciaux, c'est extraordinaire. Vous pouvez aussi demander à l'IA de jouer un rôle. Vous savez, vous avez un rendez-vous avec le client charmant qui vous coupe tout le temps, qui sait tout, qui vous écoute pas. Vous connaissez celui-là? Eh bien, vous allez dire à l'IA de jouer ce rôle-là, et vous avez une mission, c'est de lui faire passer un message, et l'IA va vous interrompre, elle va jouer le jeu. Mais ça vous permet de vivre les choses, ce qui est complètement différent que de les imaginer. Vous voyez, ça devient extrêmement puissant. Ensuite, vous avez l'intelligence corporelle kinesthésique. Celle-ci, c'est l'intelligence du corps. Est-ce que l'IA est là-dessus? Non, il lui faut un support, parce qu'elle est immatérielle. En tout cas, même s'il y a beaucoup de matériel derrière, elle est immatérielle. Le support auquel vous pensez, quel est-il? Le robot, naturellement. Aujourd'hui, il y a des rapprochements entre entreprises de robotique et entreprises d'IA qui vont faire des progrès conséquents. Il y a un autre support auquel certains pensent, nous autres, les humains, les implants cérébraux. C'est ça aussi, hein, n'oubliez pas. Ensuite, l'intelligence musicale. On a compris que oui, à fond. C'est de plus en plus utilisé. L'intelligence naturaliste, à ne pas confondre. Je vois tout de suite les premiers rires. J'ai repéré des personnes. Alors, l'intelligence naturaliste, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence qui est inhérente à l'espèce humaine depuis toujours, qu'on abandonne aujourd'hui. Savoir vivre intelligemment dans son environnement. L'IA, elle n'est pas très bonne là-dessus. C'est pas une question de capacité, c'est une question d'investissement. Elle pourrait être incroyable sur ce sujet-là, résoudre tout un tas de problèmes si on se donnait les moyens financiers de financer de la recherche sur le sujet. C'est pas le cas. C'est pas là que vont les financements aujourd'hui. Les financements, ils vont sur d'autres secteurs, comme vous pouvez le voir. Il y a une initiative de l'Union européenne qui est très importante et intéressante sur le sujet, c'est de construire un double numérique de la Terre pour simuler ce qu'on fait en systémie sur le futur. Et enfin, l'intelligence existentielle, philosophie, dépassement de soi, religion. Est-ce que l'IA est là-dessus? Pas par elle-même. Mais par contre, on peut l'utiliser. Sachez que cet été, à titre d'exemple, il y a le clergé qui a mis une expérience en place dans une petite église près de Lausanne, où vous pouviez, pendant 2 mois, aller vous confesser auprès d'un avatar de Jésus. Vous voyez, le clergé aussi se pose des questions. Ils expérimentent. Tout ça est facile. De la même manière, si vous avez des vidéos, des textes et des enregistrements de vos grands-parents, vous pouvez créer aujourd'hui un avatar de votre grand-mère, de votre grand-père, de qui vous voulez, qui n'est plus là. C'est très facile à faire, ce genre de choses. De la même manière, imaginons que ma compagne me quitte, eh bien, je suis très triste, je vais créer avec toutes les photos, les vidéos, toutes les choses, un avatar. Je peux discuter avec elle sans aucun problème, ça sera sa voix. Le seul avantage, c'est que c'est moi qui choisis quand elle m'engueule. Tout ça fait que ça change. Là, vous avez la courbe du QI humain, courbe que vous connaissez bien. En moyenne, on est à 100. Ça baisse légèrement en ce moment partout dans le monde, sauf en Chine, en Corée du Sud et à Singapour. Alors, ce réflexe anthropomorphique nous pousse à dire aux IA, passe le test du QI, on va voir si t'es bonne, toi. Alors, au début, on est rassuré. Elles étaient toutes autour de 92 à peu près. Donc, on dit, bon, ça va. Puis tout d'un coup, il y a un premier ovni qui a débarqué. OWASP, d'OpenAI. 120. Tiens,
Puis un deuxième OVNI qui est sorti un mois plus tard, O3, 154. Là, il n'y a plus grand monde. Hein. Et puis après, il y a le fameux R1 de DeepSeek, qui est arrivé au même niveau que O1. Alors comment on a fait pour faire ça? Deux choses simples. Première chose, c'est comme vous. Si je vous pose une question, vous allez prendre le temps de réfléchir avant de me répondre. Faites tout ça, tout le temps. C'est bien connu. Hein, faites tout ça. Là, on oblige l'IA à le faire. C'est-à-dire qu'elle va diverger, vérifier au fur et à mesure pour donner sa réponse. Premier facteur d'amélioration. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient nulles en logico-mathématiques. Pourquoi? Parce que toutes ces IA ont appris au départ avec tout l'Internet public. L'Internet public, il y a énormément de données littéraires. Okay, donc elle est capable, comme vous, d'expliquer le théorème de Thalès à qui que ce soit, mais est-ce que vous savez l'appliquer de façon opérationnelle quand vous êtes confronté à un problème? Ça ne sera pas forcément votre réflexe. Okay, l'IA, c'est pareil. Comme elle a absorbé toutes les explications littéraires de toutes les théories mathématiques, elle est au top pour ça. Elle va vous l'expliquer. Mais est-ce qu'elle va l'utiliser quand elle a un problème? Pas du tout, parce qu'elle n'a pas de données d'expérimentation. L'IA, elle ne connaît pas la gravité. Elle ne sait pas que si je lâche cet objet, ça va tomber. Il faudrait que je lui montre plein de vidéos où on voit l'objet tomber pour qu'elle comprenne qu'un objet, si on le lâche, il tombe. Par contre, elle va vous expliquer la gravité sans aucun problème. Alors, comment on fait pour corriger ce manque de données, puisqu'il n'y a pas de données d'usage des mathématiques comme ça de disponibles? On va créer ce qu'on appelle des données synthétiques. C'est-à-dire qu'on prend des algorithmes qui vont jouer des centaines de millions de fois chacune des théories mathématiques. Ça fabrique des données qu'on redonne aux IA qui apprennent comme ça ce raisonnement-là. O1, elle a un niveau bac en maths. C'est ces deux facteurs-là qui ont fait ces progrès. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles vont toutes très rapidement progresser. Et le changement, il est plutôt violent entre les versions. Là, vous avez 3 concours. Il y en a un qui est sur les maths, qui s'appelle l'AIM, ce qui est l'équivalent des JO de maths, grosso modo. On fait passer ça aux IA. Et vous voyez, ChatGPT 4 Pro d'OpenAI, elle a 13% de juste, simplement. Ça veut dire qu'elle a 87% d'erreur. Pas terrible, hein? O1, elle a 83% de juste. Pour que vous compreniez bien, la veille, l'IA, elle a que 13% de juste. Le lendemain, elle a 83% de juste. Du jour au lendemain. Pour les développeurs informatiques, il y a un concours qui s'appelle le Code Force. Ça classe en percentile. Par exemple, GPT-4 Pro, 11%, ça veut dire qu'elle est meilleure que 11% des développeurs informatiques. Le lendemain, O1 est là, elle est meilleure que 89% des développeurs informatiques. Du jour au lendemain. Sachez que le métier de développeur informatique est un métier en chute de demande aujourd'hui. Et ça va s'accélérer. Il faut transformer ce métier-là. Et enfin, sur le niveau de connaissances scientifiques de GPQ et Diamond, vous voyez, l'humain est à 69,7, 4O était à 56, 78 pour O1 et 87 pour O3. Et pour les maths, j'ai oublié de le mentionner, 96% pour O3 de juste. Le monde a changé. Ce qui fait que tous les tests que vous connaissez, tests de Turing, tous ces trucs-là, c'est révolu, ça ne marche plus. Il y a un Français qui s'appelle François Chollet qui a inventé un nouveau test qui s'appelle l'ARC AGI. Un humain est à 60%, vous voyez. Le meilleur des humains est à 97%. Et si vous allez sur la droite, vous voyez que O1 Height est à 32% simplement, O1 Pro à 50%, donc toujours moins bon que la moitié d'un humain moyen. Par contre, O3 à 76%, il est passé au-dessus d'un humain moyen. Et O3, la version la plus forte, à 87%. Donc là, on a largement dépassé l'humain moyen. La chaîne de valeur de l'IA, pour simplifier, il faut comprendre ces items-là. La finance. Si vous n'avez pas d'argent, ça ne marche pas. C'est pour ça que vous avez en ce moment beaucoup d'annonces. Les 500 milliards de Donald Trump, les 109 milliards d'Emmanuel Macron récemment, les 200 milliards d'Ursula von der Leyen qui ont été annoncés hier soir, et ainsi de suite. Cette finance, elle sert à faire quoi? Elle sert à financer, évidemment, des nouvelles infrastructures énergétiques. Elle sert à financer du cloud, pour faire du cloud computing. Ça coûte une fortune, ces choses-là. La loi, la législation, elle a un impact sur la partie data et sur la partie possibilité de mettre ou pas du cloud computing. Et derrière, il y a les RH. Et les RH, on n'en a pas tant besoin que ça, vous allez le voir, qui vont permettre de fabriquer de l'algorithmie au fur et à mesure. Tout ça va conditionner des IA de qualité.
Dans l'IA, il y a deux facteurs, il y a deux mondes. Il y a le monde physique, qui lui gagne énormément d'argent, qui commence avec les terres rares. Il y en a un peu partout dans le monde. Vous avez entendu par exemple que notre ami Donald Trump dit à l'Ukraine, on vous aide si vous nous donnez vos terres rares. Il y en a partout dans le monde, mais c'est stratégique. Et il se trouve qu'il faut une industrie particulière qui est le raffinage des terres rares. Et comme c'est l'industrie qui n'est pas propre, personne n'en a voulu, grosso modo, sauf la Chine qui l'a prise. Et aujourd'hui, la Chine a 85% du marché du raffinage des terres rares. Une fois que ces terres rares sont raffinées, on va transformer ça dans des puces. Là, il y a certains acteurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un leader qui s'appelle TSMC, qui est un Taïwanais. Pour fabriquer des puces, il a besoin de terres rares, de minéraux. Il a besoin de machines très particulières. Le leader, c'est un néerlandais qui s'appelle ASML. Et il a besoin du design de puces. Le leader, c'est Nvidia, que vous connaissez très bien. Voilà le triptyque. Tout ça est fabriqué à Taïwan. Évidemment, les États-Unis, l'Europe et le Japon ont dit « Oulala, mais c'est dangereux, il y a la Chine en face ». Tout d'un coup, on découvre qu'il y a la Chine en face de Taïwan. Et on se dit « Il faut absolument des usines chez nous ». Une usine, ça coûte entre 20 et 40 milliards de dollars. Il y en a une qui ouvrira à Phoenix, une adresse pour l'Europe et une en construction au Japon. Et ça couvrira que 15% des besoins. Alors, et derrière, une fois que les puces existent, il faut construire ces fameux data centers. Alors vous avez plein d'opérateurs privés, mais sachez que les plus gros opérateurs, c'est Amazon, Azure de Microsoft, et c'est Google Cloud Platform de Google, qui eux l'ont pour eux et c'est ouvert. Et vous avez après XAI, de notre ami Elon Musk, vous avez Meta, qui ont des grosses plateformes et qui les gardent pour eux. Ces boîtes-là, à eux 5, ils investissent tous les ans, grosso modo, 300 à 400 milliards de dollars dans l'écosystème. Vous vous rappelez l'extraordinaire annonce de 500 milliards de dollars des États-Unis sur 5 ans? Eux, ils investissent 300 à 400 milliards tous les ans. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Alors eux, ils ne le disent pas trop, il faut aller chercher dans leur compte pour le savoir. Parce qu'ils construisent, ils n'ont pas besoin de faire de politique, ils n'ont pas besoin de faire des annonces. Mais c'est ce système-là. Il y a un embargo, parce que les États-Unis ont joué la carte de la musculature. Ils se sont dit, plus on est costaud, plus on sera tranquille. Donc, ils ont joué la démesure en termes d'écosystème. Ils ont joué la carte de l'embargo en disant, mais les compétiteurs, on va leur empêcher d'avoir les meilleures puces. La Chine, le Moyen-Orient, la Suisse récemment. Et ce qui fait que la Chine a construit un autre écosystème, différent, moins bon techniquement. Et comme il est moins bon techniquement, ils n'ont pas pu innover là-dessus. Eux, ils ont deux avantages. Ils ont un avantage sur les datas, parce qu'ils ont 1,4 milliard de personnes qui fabriquent de la data de façon homogène, ce n'est pas le cas des autres. Et ils ont un deuxième avantage sur les ressources humaines, c'est le pays qui a le plus d'ingénieurs formés sur l'IA, de très loin. Et les États-Unis, sans l'émigration des talents, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Et là, l'élection de Donald Trump, le mouvement MAGA, vous avez vu, ils veulent interdire toute immigration. Les grandes boîtes de tech sont vent debout contre ça. Parce que sans l'immigration des talents, ils vont vite être coincés. Donc ce qui risque de se passer, c'est que les centres de recherche de ces grandes boîtes ne seront plus aux États-Unis, du fait de ces lois-là. Et enfin, comme ils ont un déficit de puissance informatique, ils ont investi sur quoi? Sur l'algorithmie. D'où l'arrivée du fameux DeepSeek, qui a tout changé. C'est la contrainte, finalement, qui a fabriqué ce compétiteur. Et pour comprendre l'IA générative, le grand public l'a découverte en 2022 avec les photos du pape en doudoune et ainsi de suite. Vous vous rappelez tout ça? C'était il y a 3 millénaires à l'échelle de l'IA. C'est allé tellement vite. 2018, ça a commencé. Une boîte qui s'appelle Google a toute la technologie pour le lancer. Je me suis dit, oulala, si on lance ça, on tue notre business model. Google n'a que 20 ans en 2018, je vous rappelle. Il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, OpenAI. 117 millions de paramètres. C'est quoi? C'est le nombre de paramètres pour modéliser mon cerveau, puisque je veux modéliser mon cerveau. Vous voyez, 1,5 milliard en 2019, 175 milliards en 2020. Et aujourd'hui, au One, on dit plus de 2000 milliards de paramètres. C'est complètement gigantesque. Ça nécessite une puissance pas possible. Alors vous connaissez ChatGPT avec OpenAI, vous connaissez Gemini de Google, vous connaissez Mistral, le français, qui est de moins en moins français parce que les capitaux ne sont pas français. Vous avez Nova d'Amazon, qui est récent. Vous avez Claude d'Anthropic, vous avez Grok de notre ami Elon Musk. Alors quand je dis ami, quelque chose soit clair, je ne suis pas très fan d'Elon Musk, c'est ironique. Vous avez LLMA de Meta qui est particulier parce que c'est ce qu'on appelle un weight source.
C'est-à-dire qu'il le pré-entraîne, parce que ça coûterait trop cher pour nous les entraîner. Après, vous pouvez le prendre, et on peut en faire ce qu'on veut. Pour le bien, le mieux de l'humanité ou le pire, ça nous regarde. On fait ce qu'on veut. L'armée chinoise a fait un petit pied de nez il y a 1 mois et demi, pendant un week-end, où ils ont dit « Regardez ce qu'on a fait avec l'ALMA de Meta ». Alors Meta a baissé la tête, personne n'a rien dit, mais c'est leur modèle, c'est comme ça. Vous voyez, c'est totalement gigantesque, et ce gigantesque fait que personne ne gagne de l'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, OpenAI, c'est une boîte qui a 2500 personnes, qui a fait 4 milliards de revenus en 2024, c'est pas mal, hein, 4 milliards de revenus pour 2500 personnes, ça fait rêver, non, hein, et qui a fait 4 milliards de pertes. Donc 2500 personnes, 4 milliards de revenus, 4 milliards de pertes. Comment c'est possible? Parce que ce qui coûte cher, c'est le cloud computing, c'est acheter la puissance de calcul. C'est pour ça que les autres gagnent beaucoup d'argent. Quand Amazon a mis Microsoft a mis 13 milliards d'investissement dans OpenAI, il y a 11 milliards de dollars qui sont revenus chez eux pour l'achat de puissance informatique. Ils l'ont fait, la valorisation d'OpenAI était de 25 milliards. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une nouvelle levée de fonds, la valorisation est autour de 250 milliards, 18 mois après. Ouais. Plutôt pas mal comme placement aussi. Okay. Le seul endroit où vous avez la véritable compétition, c'est sur les IA spécialisées, parce que vous avez besoin de moins de données. Je finis à médecin, j'ai pas besoin des données de météo des anneaux de Saturne, ça m'importe peu. Donc comme j'ai moins de données, ça coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça que vous avez la compète que là, très très clair. Et enfin, là je vous ai présenté l'écosystème de l'Occident. Sachez qu'il y a un autre écosystème extrêmement riche qui est celui de la Chine, très puissant, très riche, avec une stratégie nouvelle qui consiste à mettre à disposition ces IA-là pour le reste du monde, d'où l'arrivée de DeepSeek et d'autres au fur et à mesure, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'était une dimension d'hégémonie culturelle, de guerre culturelle, et le fait que les États-Unis enlèvent beaucoup de crédits qui diffusaient la culture et leur aide un peu partout dans le monde, va laisser un boulevard à la Chine et accéléré par l'intelligence artificielle. Alors ça va vite en termes d'accélération. Là vous avez des images qui sont créées artificiellement. Alors celle de droite, c'est très compliqué de savoir si ça a été fait par de l'IA. Celle de gauche, vous les avez déjà peut-être vues. Il se trouve que c'est les nouveaux mannequins d'une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Mango. Ils ont basculé sur des mannequins IA. Alors, avec l'explication suivante, c'est dégradant d'utiliser le corps d'humain pour faire du mannequinat. C'est assez drôle. Surtout quand vous voyez le type de physique qu'ils ont remis. Ils n'ont rien changé. Alors, identifier si c'est l'IA ou pas, c'est pas simple. Je vous propose un petit test, on va voir si vous êtes bon. Alors, ça date un peu, ça date d'octobre 2024. Est-ce que c'est l'IA ou pas? Non? Eh bien oui, c'en était. IA ou pas? Non? C'en était pas. IA ou pas? C'en était pas. IA ou pas? Vous êtes trop fort. IA ou pas? C'en était pas. IA ou pas? Oui? Eh ben non. IA ou pas? Oui? Eh ben non. Et ça? IA ou pas? Non? Ça n'était pas, ça c'est facile. Ça? Eh ben non. Bon, 6 sur 10, vous avez la moyenne, c'est entre 4 et 10 selon les groupes. Donc vous voyez, c'est de plus en plus compliqué. Et évidemment, on n'est pas obligé de dire, quand vous créez aujourd'hui légalement, vous n'êtes pas obligé de dire que ça a été créé par une IA ou pas. Et ça serait bien que la loi change par rapport à ça. Et il en va de même pour tous les contenus. Et là, vous avez, je vous montre très rapidement, ce sont des IA qui génèrent des vidéos directement. Là, c'est un artiste japonais qui a créé cette vidéo à partir de Sora. Sora et VO2 que je vous montre ici ne sont pas disponibles en Europe pour l'instant. Mais regardez la qualité. Alors je l'arrête là, mais vous voyez la qualité, c'est complètement fou. Et c'est pas le meilleur c'est celui-ci, c'est VO2 de Google. Là aussi, je vous montre quelques images. Vous voyez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Tout ça est créé par du prompt. C'est pas de la réutilisation. Et là, vous avez la même chose sur la nature. Alors, je vais plutôt à la fin pour vous montrer. Voilà, c'est ça qui est beau. Hop.
Tout ça, ce ne sont pas des paysages qui ont été filmés puis retravaillés par l'IA, c'est l'IA qui les a inventés. Complètement. Vous voyez? Donc vous imaginez que l'industrie de la vidéo, l'industrie du film, l'industrie de l'animation, l'industrie du jeu vidéo vont considérablement évoluer. Alors tout ça, quand vous l'utilisez, il faut savoir que ce sont des probabilités, des probabilités, des probabilités. Il y a deux techniques que vous devez connaître, parce que c'est les deux fondamentaux. Ça s'appelle les réseaux antagonistes pour la création graphique et les transformers qui permettent aussi de faire la création graphique, mais surtout du texte. Les réseaux antagonistes, c'est simple. C'est vous avez deux IA qui ont les mêmes connaissances et il faut les mettre, elles doivent se mettre d'accord entre elles. Chaque fois que vous faites de la création, c'est comme ça. Et faites attention parce que quand l'IA ne connaît pas, l'IA ne peut pas vous dire je ne sais pas. Elle va vous donner toujours la réponse la plus probable. Et pour les transformers, c'est la chaîne de caractères qui suit. Par exemple, si je dis à l'IA continue ma phrase il était une fois, vous ne précisez rien, elle va vous donner le commun de tout le monde derrière il était une fois. Donc il y a toutes les chances qu'elle dise un prince, une princesse, quelque chose comme ça. Si vous changez le contexte, vous allez changer la probabilité de sortie. Et pour que vous ayez une bonne idée des 7 étapes quand vous faites un prompt, vous avez la demande de l'utilisateur. La première chose qu'on fait, c'est du nettoyage de l'animatisation, c'est-à-dire qu'on garde la racine du mot. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites des fautes d'orthographe, ça n'a pas d'influence. Parce qu'on garde la racine du mot. Sauf si votre faute d'orthographe change la racine du mot, évidemment. Derrière, c'est la tokenisation, c'est ce que vous avez au-dessus de moi. On va fabriquer des petites entités, on va les mettre en vecteur mathématique. C'est comme ça que l'IA arrive à comprendre ce qu'on souhaite. On va ensuite la comparer dans la 5e étape avec l'apprentissage de l'IA pour finalement prévoir la prochaine chaîne de caractères en fonction de ce qui est demandé. Et la 7e étape, c'est la génération de la réponse. Si vous dites dans un temps enjoué, comme Victor Hugo, comme ceci, comme cela, dans tel format ou autre, ça ne se joue qu'à la fin. Alors ça, c'est assez amusant parce que c'est pas le réflexe qu'on a. Par exemple, si je lui demande d'expliquer l'intrication quantique comme un enfant de 12 ans, on a l'impression que ça sera moins qualitatif que si je lui dis comme un chercheur. En réalité, c'est que la 7e étape qui change, tout le reste n'a absolument pas changé. Oui. C'est le même niveau de qualité dans toutes les étapes d'avant. Conseil pour vous, quand vous faites un prompt, demandez quelque chose à l'IA, ça s'appelle un prompt, soyez très précis. Plus vous êtes précis, plus vous éviterez ces effets d'hallucination. On ne dit pas qu'une IA se trompe, on dit qu'elle hallucine. C'est le terme usité. S'il n'y avait pas de données, il n'y a pas d'IA. Sachez juste qu'aujourd'hui, il y a la moitié des nouvelles données qui arrivent sur Internet qui sont issues d'IA. La moitié. C'est complètement fou, vous devez le voir à peu près partout. Il y a des biais dans les données, faites attention. Si on n'avait pas ajouté ce qu'on appelle l'éthique, eh bien par exemple, toutes ces grosses IA auraient été sexistes. Pourquoi? Parce que les données sont sexistes. Et donc pour ajouter l'éthique, pour ceux qui ne veulent pas que leur IA soit sexiste, ouais, ça y est revenu. Pour pas que l'IA soit sexiste, on fait ce qu'on appelle du renforcement. Parce que si je donnais des règles, évidemment, plein de gens essaieraient de contourner les règles. Le renforcement, c'est des gens au Sénégal, au Kenya, en Inde, qui à longueur de journée, des dizaines de milliers de personnes font oui, oui, non, non, oui, selon une éthique d'une boîte californienne, très souvent. C'est comme ça que ça se passe. Au bout d'un moment, l'IA a compris ce que c'était le sexisme. Vous pouvez toujours courir pour leur faire prêter des propos sexistes à ces IA. Sauf si vous utilisez Grok, Elon Musk, là vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller parce qu'il n'a pas mis de règles là-dessus. Alors c'est compliqué l'éthique, il faut savoir. Si vous demandez par exemple à DeepSeek, le chinois, des choses sur la place Tiananmen, elle vous dit je peux pas. Mais si vous lui demandez des choses sur des révisionnistes scientifiques, elle va vous dire c'est des bêtises. Alors que si vous allez sur Grok, elle va vous parler des manifestations de la place Tiananmen en Chine. Mais par contre, si vous posez des questions sur des révisions scientifiques, elle va vous dire c'est un point de vue. Vous voyez, c'est pas simple l'éthique. C'est compliqué. Les prochaines étapes de l'IA, les méthodes mathématiques, vous avez compris qu'elles vont changer. Le raisonnement mathématique aussi, il va progresser. Le lien avec la robotique, j'en ai parlé. Le terme à la mode en ce moment, c'est l'IA agentique. Ce sont plein de petits agents autonomes. L'autonomisation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que je les rends autonomes dans ce qu'elles vont faire. Faites attention à ça, parce qu'il y a des risques juridiques, évidemment, qui vont avec. Donc il vaut mieux faire très attention. Essayez pas de faire, dans tous les cas, si vous faites des IA agents qui fassent beaucoup de choses, privilégiez des petites qui font qu'une seule chose, mais bien. Et après, elles vont dialoguer entre elles, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça doit se passer.
Soyez vigilants par rapport à ça. Le modèle économique tel qu'il est, vous avez compris, il est structurellement déficitaire, donc ça ne va pas durer éternellement comme ça. Ce qui va se passer certainement, c'est que vous aurez un niveau d'IA moyen, on va dire, pas très cher. Au passage des IA gratuites, sincèrement, je vous déconseille d'utiliser, c'est bien pourri. Et le niveau du dessus, plus vous allez aller loin, plus ça vous coûtera cher. Ça, c'est gagné d'avance. L'hybridation avec le biologique, on y va tout droit. Et enfin, l'IA générale qui est le Graal. Et dans ces conditions, il y a plein de mais. L'histoire, elle n'est pas écrite. Si par exemple la Chine envahit Taïwan, évidemment, gros gloops. Si il y a moins de terres rares, gros gloops aussi. Alors on aura tendance à dire, les données, on a tout avalé. Non, c'est pas vrai, on n'a pas tout avalé. Il reste plein de gisements partout. Ça, c'est très très clair. La régulation, vous savez qu'en Europe, il y a l'IA et le Digital Act qui sont là. Vous êtes bien concernés, c'est parti. Eh bien, là aussi, la régulation peut changer la donne. Alors souvent, on entend dire, au passage, j'en profite, qu'en Europe, on régule et puis ailleurs, on innove. C'est plus compliqué que ça. S'il y avait un espace, et aujourd'hui, le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas d'espace économique suffisamment intégré pour laisser grandir des champions dans l'Union européenne. Chaque pays se tire la bourre, il n'y a pas de vision globale. Ce qui fait que tous ceux qui réussissent ne peuvent pas rester en Europe, ils ont plutôt intérêt à aller ailleurs pour avoir des rendements d'échelle. Il faudrait qu'il y ait un financement global au niveau de l'Union européenne. Et, encore une fois, si c'était le cas, un marché de 450 millions d'habitants avec ce niveau de revenus deviendrait la norme d'un point de vue technologique. L'espoir est là, avec ce qui est en train de se passer, et DeepSeek, pour le chinois, encore une fois, est une très très bonne nouvelle pour ça, parce qu'elle a montré qu'il y avait un autre modèle que celui du très costaud américain. Donc j'espère que ça va prendre et qu'on accélérera là-dessus. S'il n'y a plus d'argent, pareil, parce que ça coûte cher, évidemment on peut rejeter tous ce monde-là, c'est pas le chemin qu'on prend, loin de là. S'il n'y a pas de qualité, ça ne marchera pas. Et enfin, il y a le sujet de l'énergie. Alors vous savez que quand on annonce un financement de 50 milliards de dollars des Émirats Arabes Unis pour faire un data center, en face, en termes de besoins énergétiques, c'est une centrale nucléaire. C'est ça. Ça vous donne une idée. Alors la France, on est plutôt bien loti, parce qu'on a un parc nucléaire, il y a des projets là-dessus. Il y a deux pays qui sont aujourd'hui, on ne peut plus du tout installer de data center en Europe, pourtant ils ont beaucoup, c'est l'Irlande et les Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus aucune capacité additionnelle d'électricité. Ils sont au taquet, c'est fini. En Allemagne, on ne peut pas en utiliser beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de nucléaire, beaucoup de charbon ou beaucoup d'éolien ou autre, mais il faut une stabilité très importante et une énorme puissance. Donc pour l'instant, on ne peut pas non plus. Donc on ne peut pas en installer partout. C'est pour ça que Donald Trump dit drill. Parce qu'il va falloir énormément de pétrole pour pouvoir nourrir tous les investissements qui sont en train de se passer en data center. Les deux sont intimement liés. Alors ces grandes boîtes, les Google, Amazon, tout ça, l'ont très bien compris. Elles vont toutes devenir énergéticiennes. Pourquoi? Elles veulent sortir du marché de l'énergie, parce qu'elles ne veulent pas être la raison de la montée des prix de l'énergie. Elles sortent. Le premier qui a bougé, c'est Microsoft. Vous avez vu, ils ont passé un deal avec la réhabilitation d'une centrale nucléaire pendant 20 ans, exclusivement pour nourrir leur data center. Alors évidemment, on pourrait se dire, comment on fait pour réduire tout ça? Alors, on peut caper les usages par jour et par personne. Ça serait inacceptable, vous comprenez bien. Il faudrait le faire au niveau mondial pour pas qu'il y ait de distorsion concurrentielle. Pas possible. On pourrait fabriquer des puces beaucoup moins consommatrices. On le fait, 50% de moins à chaque génération de puces. Mais la demande explose, donc la croissance est là. Ou alors, il y en a qui disent, on n'a qu'à mettre tout ça dans l'espace. Parce que dans l'espace, à l'ombre, il fait très froid. Et donc, on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour le faire. C'est pas la science-fiction. On y travaille très sérieusement. Alors, je serais curieux de connaître l'empreinte carbone du lancement versus et ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres sur le sujet. Mais à voir. Alors, vous voyez, on est dans une révolution qui a 4 piliers. L'algorithme et la data. N'oubliez pas les réseaux. Sans réseau de diffusion, tout ça ne fonctionne pas. Et enfin, il y a la puissance de calcul avec 2 technos, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, qui arrivent. L'informatique quantique, qui va mettre à plat à peu près tout ce qui se passe aujourd'hui en informatique.
Un des leaders, c'est Google. Ces dernières semaines, ils n'ont pas arrêté de publier des résultats de recherche scientifique qui enlèvent des freins technologiques très forts. Et l'autre, c'est l'informatique biologique. Là, ce sont des chercheurs qui se sont dit, mais pourquoi on n'utiliserait pas des neurones biologiques qui sont beaucoup plus rapides que les neurones artificiels qu'on utilise pour tout ce bazar? Alors, on a ouvert le crâne de personne, je vous rassure. Mais ce sont des neurones humains d'élevage. On met dans des puces. Les résultats sont plutôt pas mal. La start-up leader, c'est une start-up suisse qui est là-dessus. Et les premiers papiers de recherche sont plutôt positifs sur les potentialités. Vous voyez, on est dans un monde qui change totalement. Totalement. Et c'est pour ça, tout le temps, on dit que ça, c'est une révolution technologique. Non, non, c'est une révolution sociétale. Pour vous montrer dans cette révolution sociale l'acceptation du public. Là, vous avez un graphique qui vient d'une enquête de l'Ipsos qui a à peu près 3 semaines, qui a été publiée à 3 semaines. Vous retrouvez en abscisse, donc horizontalement, le pourcentage d'enthousiasme et en ordonnée, verticalement, le pourcentage de mal à l'aise. Vous avez les pays. Et vous voyez que les économies émergentes sont très enthousiastes, moyennement mal à l'aise. Elles n'ont rien à perdre. L'Europe, pas trop enthousiaste, moyennement mal à l'aise. Pourquoi? Vous allez le comprendre en opposition à nos amis anglophones. Eux, un petit peu moins enthousiastes et surtout très mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on se dit, il y a des réglementations et il y a un amortisseur social. Dans le monde anglo-saxon, ils disent, wow là là, à quelle sauce on va être mangé? Donc ils ont peur. C'est pas du tout le discours que vous entendez. Mais c'est pas les citoyens que vous entendez dans les discours. C'est les dirigeants. Vous voyez, il y a un décalage très fort qui est important à comprendre. Et dans ce cadre-là, juste pour vous montrer quelque chose de très très flippant, petite précision, tout ce que vous voyez là sera mis à disposition derrière. Je vous demande juste de regarder la colonne de droite là-bas. La question est, pensez-vous que ce serait une bonne chose que l'intelligence artificielle soit utilisée ici, dans les armées notamment, pour développer des armes capables de prendre elles-mêmes des décisions sur le champ de bataille? Comme vous pouvez le voir, 71% des gens sont d'accord. C'est formidable. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Alors, champ de bataille, on a l'impression que c'est Gaza, c'est en Ukraine. Ils n'ont pas, je ne pense pas qu'ils aient pensé que ça pouvait être dans la rue à côté de chez eux. Vous voyez? Et on en est là dans cette acceptation de ce futur. Le futur du travail, lui aussi, va changer. Robotique, là, vous avez des robots qui sont en production dans l'usine de BMW, qui remplacent des tâches qui étaient encore réservées aux humains, parce que ça nécessitait énormément de technicité manuelle, d'analyse et autres. Ces robots-là sont capables de le faire. En bas, c'est des robots qui ont été commandés massivement par Amazon aux États-Unis pour remplacer les humains qui restent dans les entrepôts. Et vous voyez ce réflexe anthropomorphique, encore une fois, même au niveau physique. Quand on voit le sol de l'entrepôt sur Amazon, à quoi ça sert de leur mettre des jambes? Alors c'est une des choses les plus complexes, le déplacement par la marche. Mais non, on fait ça. Pourquoi ils n'ont que 2 bras et pas 5 ou 6, pas 5 c'est débile, mais 6 bras, 4 ou 6 bras, pour qu'ils soient plus productifs? Non, réflexe anthropomorphique. Au passage, sachez qu'en 2026, donc l'année prochaine, normalement, vous pourriez avoir chez vous vos premiers robots humanoïdes ménagers pour entre 4 et 6 000 euros. Vous en voulez? Ah oui. Alors, les premières nuits, si vous levez et que vous tombez nez à nez avec le robot, il y aura pas mal de cris. Il y aura des réveils intempestifs. Et à droite, vous avez Caterpillar. Caterpillar, quand vous achetez un engin de chantier, vous achetez également la console de jeu qui va avec. Les gens que vous voyez peuvent piloter des engins à peu près partout, comme les drones finalement. Ça veut dire une chose, c'est que le travail il est mondial. Les constructeurs de camions travaillent exactement la même technologie. Dans le futur, il n'y aura pas un chauffeur dans un camion. Le chauffeur, il sera ailleurs. Et s'il a le permis, il pourrait conduire n'importe où sur la planète. C'est pas un problème. Il en va de même, évidemment, vous le savez très bien, pour les chirurgiens, pour la médecine, pour tout finalement. Tout est en train de se transformer très rapidement. Et dans ce cadre-là, évidemment, il y a une étape supplémentaire, c'est de développer par la technologie qui va être de plus en plus puissante sur ces petits engins. Ça va arriver en 2026. Vous aurez des miniaturisations de capacités de calcul en IA qui
qui fait que grâce à toutes les données qu'il y a de nous là-dessus, eh bien, on va pouvoir avoir des doubles numériques de nous. Plus ou moins puissants, partiels, total, à vous de choisir. Et au passage, je vous ai mis le futur du métavers de Meta, où c'est fini les petits bonhommes qui ressemblent à rien, ça sera les doubles physiques de ce que nous sommes. Alors, à titre d'exemple, eh bien, puisque vous représentez la banque, par exemple, ce qui va se passer, vous allez avoir de plus en plus de clients qui vont avoir une IA qui va gérer leur relation bancaire directement avec ce conseiller. Alors, par exemple, à titre personnel, moi je suis prêt à ça. Par exemple, ma conseillère m'appelle, je lui dis hop, 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 discuter avec mon IA. C'est elle qui prend toutes les décisions, de toute façon, je lui ai délégué. Alors, pour acheter du vin, jamais de la vie. J'irai moi. Mais par exemple, si je dois changer ma voiture, personnellement, je peux le donner à une IA, tout déléguer à une IA. Vous voyez, selon les produits, c'est très variable. Et les prévisions, c'est que d'ici 2030, c'est 30% de nos achats qui seront réalisés de la sorte. B2B, B2C. Pareil. Donc, ça veut dire que les entreprises, vous allez devoir communiquer avec des personnes physiques, humaines, et des IA. Il n'y a rien de mieux qu'une IA pour communiquer avec une IA. Le monde change. Vous voyez ? Le monde change complètement. Tout ça pour vous dire que, évidemment, on va devoir cohabiter. Alors, il y aura un mouvement qui va exister. Zéro tech, zéro IA. Quelle taille? Point d'interrogation. Mais il va exister, c'est certain. Si vous n'allez pas dans ce monde-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'embrasser cette transformation. Et tant qu'à faire, si on embrasse cette transformation, autant qu'on soit acteur, autant qu'on choisisse où est-ce qu'on a envie d'aller. Mais pour le faire, il faut savoir. Si on ne sait pas, ça ne peut pas marcher. Dans le cadre de l'entreprise, je vous ai mis ici un certain nombre d'exemples d'usage que je qualifie d'aisés. C'est assez simple à faire, ce genre de choses. Alors après, évidemment, c'est plus facile, entre guillemets, si vous êtes dans une petite structure que dans une grande structure, comme vous l'avez parfaitement dit. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de contraintes, et vous allez pouvoir aller plus vite, il y a moins aussi de problématiques de changement, d'accompagnement ou autre, et moins d'historique de système d'information au passage. Tout ça va faciliter. Je le redirai tout à l'heure, mais sachez que l'adoption de l'IA, c'est une remise à zéro de plein de choses dans la compétition. Très important. Ça crée énormément d'opportunités. Il faut savoir les regarder, il faut savoir les capter, mais il faut le faire tout en ayant de bonnes connaissances du côté obscur de la force aussi. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle des deux côtés, opportunité, côté obscur, tout le temps. Je me balade entre les deux. Alors plutôt que de longs discours, je vais juste vous montrer 2-3 petits usages de l'IA qui vont vous amuser. Voilà, je vais utiliser ChatGPT. Et vous voyez ici, on a ce qu'on appelle des GPT, ce sont des petites IA qui sont dédiées à faire des choses. Alors je vais prendre un exemple. Avec un acteur de la grande distribution, on travaillait sur comment ils pouvaient utiliser ça avec des exemples d'usage. Et eux, ils avaient plein de recettes de cuisine sur leur site. Et je leur ai proposé de faire totalement différemment, plutôt que d'avoir plein de recettes de cuisine. Eh bien, c'est d'avoir comme un food court. Vous voyez, vous arrivez sur le site, il y a plein de chefs personnalisés avec Edgeng, vous avez compris. Il y a le chef des nouilles chinoises, il y a le chef spécialiste du reblochon, il y a le chef spécialiste pour être en forme sur les plages l'été, enfin bref, peu importe. Vous choisissez, vous discutez avec lui, ils ont une personnalité, et après, vous pouvez leur demander ce que vous voulez. Là, vous avez un prototype qui s'appelle le chef bon vivant, qui fait que de la cuisine française. Alors je pourrais lui demander, évidemment, j'ai un reblochon et une carotte dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire? Ou je peux être un peu plus ambitieux que ça, et lui mettre une photo du frigo. Et je lui dis, fais un menu. Encore une fois, la limite, c'est l'imagination. Hein. Là, je ne vous montre pas des choses très compliquées. Fais un menu pour 4. Alors évidemment, si vous avez tout rangé dans les Tupperware, ça ne va pas marcher. Donc elle reconnaît les aliments, elle fait ça. Voilà, je peux lui demander les recettes, évidemment, pour aller plus vite. Et là, je me dis, ok, mais moi, j'ai envie d'être en forme sur les plages cet été, donc je fais attention, hein. Ça rigole pas, calories. Et là, c'est parti. Elle me donne les calories. Voilà. Avec ça, tu peux savourer sans culpabiliser, sympa. Sympa lire, sympa. Et donc, en effet, je lui demande un accord avec des vins.
dans mon exemple, les 20 qu'elle aurait proposés, c'était ceux de la cave du distributeur, vous comprenez bien. De la même manière, vous pouvez choisir un vin dans votre cave et lui demander à l'inverse de vous fabriquer le repas qui va bien autour de ce vin. Tout ça, il n'y a aucune difficulté. À titre personnel, j'en ai une cinquantaine comme ça, et j'ai une cinquantaine d'agents dans mon quotidien. Ça me fait gagner à peu près 2 jours par semaine de travail, et y compris de faire des choses qui sont parfaitement impossibles pour moi. Quand vous utilisez l'IA, il y a 5 façons de les utiliser. Il y a le prompt, ça vous connaissez bien. Il y a les GPT, c'est ce que je viens de vous montrer. On peut aller un peu plus loin avec des assistants, ça nécessite un tout petit peu plus de programmation, mais c'est accessible. Vous avez les agents, là ça devient plus compliqué, et c'est vraiment là-dessus qu'en ce moment il y a beaucoup d'investissements. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les RAG. Les RAG, typiquement vous devez avoir pas mal de RAG, à savoir c'est que vous voulez garder la souveraineté de vos données, où il y a trop de données que vous voulez utiliser. Dans ce cas, vous allez prendre un outil en weight source, comme je disais tout à l'heure, par exemple Mistral, le français, ou LLMA de Meta. Vous allez le mettre sur vos propres serveurs, et vous allez ajouter vos données dedans. C'est comme ça que vous allez fabriquer des outils qui vous sont totalement propres, avec des gros volumes de données. Alors évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, et il va falloir prendre du temps pour le faire, et ça va coûter plus cher. Mais il y a vraiment ces 5 usages-là. Par contre, vous n'avez pas besoin de faire que des RAG. Alors typiquement, si vous êtes dans des boîtes industrielles, eh bien oui, vous allez faire des RAG pour toutes les données de mesure, les données de retour d'expérience. Si vous fabriquez des machines, tout le processus qualité, la maintenance prédictive, tous ces sujets-là vont être travaillés par des RAG. Ce n'est pas dans les IA que je vous ai montré jusqu'à maintenant que vous allez le faire. Mais c'est possible aujourd'hui, et sans redévelopper, vous allez utiliser des systèmes qui sont à disposition pour aller beaucoup plus vite. Et quand on parle de mettre en place de l'IA dans l'entreprise, on parle tout le temps de productivité, productivité, productivité. Je vous l'ai dit en introduction, je le redis là, nécessaire mais non suffisant. Évidemment, vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller. Parce que si vos compétiteurs le font, vous ne le faites pas, oups. Mais si vous le faites et que vous arrêtez la productivité, c'est pas ça qui fera votre compétitivité du futur. Votre compétitivité du futur, elle vient par l'augmentation de la proposition de valeur. Donc quand vous allez réfléchir aux usages que vous pourriez faire dans votre entreprise, essayez tout le temps d'aller chercher ça. C'est excessivement compliqué d'aller chercher, au début vous n'y arriverez pas, mais forcez-vous à le faire, parce qu'au bout d'un moment vous allez commencer à prendre l'habitude et à le faire. Alors pour l'anecdote, souvent il y a des dirigeants qui me disent « bah ouais, mais moi j'ai essayé, ça ne marche pas ». Et je leur réponds toujours « bah oui, c'est sûr, si vous avez mis un rendez-vous de 9h15 à 10h15 en disant à tout le monde « allez, on se réunit, on va avoir des idées », ça ne risque pas de marcher, surtout que vous ne les avez pas embauchés pour ça. Vous les avez embauchés pour délivrer, pour faire. Donc ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est pas vrai. Il faut se mettre dans des conditions favorables à l'idéation, à la création. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et le travail, dans tout ça, il va aussi bouger. Là, c'est les résultats du World Economic Forum qui sort un rapport très intéressant tous les 5 ans sur le futur du job de 5 ans en 5 ans. Donc il y avait celui de 2020 à 2025, 2025 à 2030. Je vous ai sorti que 2 résultats. Il y en a plein d'autres qui sont intéressants, je vous invite à aller les voir. Là, c'est les besoins en termes de formation des ressources humaines en 5 ans. Donc la bonne nouvelle, il y a 41% des gens sur lesquels il n'y a pas grand-chose à faire, tout ira bien en 5 ans. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 59% des gens sur lesquels il va falloir travailler. Ça fait beaucoup. Là-dedans, il y en a 29%, il faut les reformer, on va dire comme d'habitude. Pas tout à fait comme d'habitude. Ça ne va pas être des formations, une formation tous les 2 ans dont on est en train de parler. Ça va être des formations tous les 3 mois. Parce que ça bouge très très vite. Donc il faut se mettre en place tout ce système-là. Il y en a 19%, il faut non seulement les reformer, mais il faut les mettre sur d'autres jobs. Pourquoi? Parce que leur job tel qu'il est aura disparu. J'en profite pour dire, souvent on dit que l'IA cannibalise des jobs. C'est pas vrai. L'IA cannibalise des tâches. Des tâches. Il se trouve qu'il y a certaines personnes qui malheureusement ont beaucoup de tâches qui sont remplacées. C'est autre chose. Pourquoi je vous dis de raisonner par la tâche? Parce que ça va toucher tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas une personne dans cette salle, y compris moi, qui n'est pas impactée par ça. Tous dans la tâche. Et enfin, les 11%, il faudrait les former, et la formation n'est pas disponible. Ça, c'est pas très grave. Pourquoi? C'est comme O3. O3 est sorti le week-end dernier. La veille, est-ce qu'il y avait une formation? Non.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une formation? Toujours pas. Par contre, il y a plein de gens comme moi qui l'utilisent. Comment on fait? On se débrouille. Donc là, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc ce qui compte, c'est aussi de ne pas attendre la formation de vos entreprises, la formation de l'État. Il faut aussi que vous vous mettiez vous-même dans un processus d'auto-apprentissage continu. Tout le temps par la découverte, essayer, travailler. C'est ça qui va faire la différence, évidemment. Et là, tableau compliqué, je vous invite à être attentif. C'est quelques jobs qui vous permettront d'avoir des exemples et de comprendre ce qui va se passer. Vous avez en abscisse la demande aujourd'hui de jobs. Donc première colonne, vous avez vu là, c'est des jobs qui sont en déclin. Au milieu, demande stable. À droite, des jobs qui sont en forte croissance de besoins, comme tout en haut les data scientists et ainsi de suite. Vous avez vu dans les jobs en déclin, les développeurs web tout en haut sont en déclin, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple. Après, c'est les lignes, c'est 3 fois le même axe, c'est la cannibalisation de l'IA sur ces jobs. En bas, le titre, en anglais, c'est Highest Automation. Ça veut dire que ce sont des jobs qui vont être totalement automatisés par l'intelligence artificielle et il n'y a pas d'alternative derrière. Donc ce sont des jobs tels qu'ils sont qui vont disparaître, comme les télémarketeurs par exemple. Ce n'est pas les seuls, c'est un titre d'exemple. Au milieu, c'est des jobs qui sont plutôt tranquilles, moins de 50% de cannibalisation tel que le job est aujourd'hui, comme les avocats. Vous voyez au passage que les profs du secondaire sont en déclin quand les profs du supérieur sont en croissance. Rien à voir avec l'IA, c'est juste un problème démographique. Et en dessus, c'est Highest Augmentation. Ça, ce sont des jobs qui vont radicalement changer. Alors à droite, vous voyez les mathématiciens, les data scientists, les ingénieurs en intelligence artificielle. Leur job tel qu'il est fait aujourd'hui va être totalement cannibalisé. Complètement cannibalisé. Pour donner un exemple, dans mon ancienne entreprise, ce que faisait un mathématicien en 5 jours en 2019, fin 2020, ça se faisait mieux que lui, en quelques minutes, sans lui. C'est ça la vitesse. Est-ce que je me suis séparé de ces gens? Pas du tout. On a fait complètement évoluer leur métier autrement. Évidemment, il y en a qui ne savent pas plus, ils sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés parce que ça leur plaisait beaucoup, mais le job a totalement changé. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est à l'échelle globale que ça va changer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, on les forme aujourd'hui dans un métier qui va changer. Souvent, on me dit, mais comment tu fais avec ton fils alors? Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je lui dis juste, fais ce qui te plaît. De toute façon, il faut juste que tu apprennes une chose, c'est que tu changeras tout le temps. Et sois prêt à ça, donc apprends à être souple, apprends à être agile, apprends à apprendre, et surtout apprends à être critique. Parce qu'il faut être critique. C'est l'essence même en termes de qualité qu'il faut avoir dans le futur. Vous vous rappelez de lui? Dans le premier Matrix, il dit n'envoyez jamais un humain faire le travail d'une machine. Alors moi je réponds, on peut réfléchir quand même. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous ai dit, ça passe par la tâche. Quand vous allez être confronté à l'automatisation d'une tâche par de l'IA, posez-vous une question. Est-ce que si je ne fais plus cette tâche, je perds mon expertise? Si la réponse est non, posez pas trop de questions. Si la réponse est oui, conseil que je vous donne, laissez surtout pas le curseur à 0. Mettez-le à 5 ou à 10. Pourquoi? Le simple fait de l'augmenter va vous obliger à vous mettre en mouvement. Donc à vous développer, aller sur d'autres territoires qui aujourd'hui ne sont pas accessibles, tout simplement parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. C'est ce mouvement-là qui est important. À titre d'exemple, je vous l'ai dit, j'écris beaucoup, j'ai une IA qui écrit comme moi, et je lui dis qu'à 20%. Alors pourquoi j'écris 80% de mes contenus? Tout ça, ça prend du temps. C'est parce que pour moi, c'est une manière de digérer toutes les informations que j'emmagasine. Okay. Ces 20%, c'est que dans ce que j'écris, il y a à peu près 20% des contenus, je les maîtrise totalement, mais je juge nécessaire d'en parler. C'est cela que je donne à l'IA, parce que je ne vais rien apprendre. Tout ce qui nécessite une interrogation, une réflexion ou autre, je les garde pour moi. Ma veille, c'est exactement l'inverse. 80% de ma veille est faite automatiquement par l'IA, 20% par mois. Pourquoi? Parce que je pense nécessaire de savoir garder le savoir-faire de faire la veille. Et surtout, j'adore me perdre en faisant des recherches. Donc je garde ce plaisir-là. Voilà pourquoi 80.
Il y a d'autres choses, je vous l'ai dit, inaccessibles pour moi, ou alors il me faudrait 1 mois pour le faire. Eh bien ça, je le fais faire par l'IA. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas le faire, je ne me pose aucune question. Vous voyez ? Donc soyez lucides, et il faut qu'on soit acteur, encore une fois, de ce futur. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, je redis, c'est une métamorphose collective. Ça touche tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et dans ce monde-là, il y a plein de nouveaux acteurs qui vont naître. Ces nouveaux acteurs, ils vont naître nativement dans ces écosystèmes. Ils n'ont pas besoin de changer. On va rebattre beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Alors évidemment, dans des secteurs d'activité très régulés, ça sera moins fort que dans les secteurs d'activité non régulés. C'est certain. Mais ça va bouger partout. Donc à vous aussi, dans vos entreprises, de vous mettre dans ce mouvement-là et de capitaliser sur vos forces. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner votre ADN, surtout pas. Il faut en faire une force. Mais n'oubliez pas que le changement va être la clé de votre transformation et de votre succès demain. Et très souvent, on se dit, waouh, mais bon, moi j'aimerais savoir ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et là, je vous réponds, allez jouer au loto. Vous avez plus de chances de gagner que de savoir ce qui va se passer. L'enjeu, c'est pas celui-là. L'enjeu, c'est de revenir à ce qui ne va pas changer pour vous. Alors, je vous donne un exemple. L'acteur de la grande distribution dont je parlais tout à l'heure, eux, ils ont dit, mais les humains, ils vont toujours devoir manger. Quoi et comment, ça peut changer, mais ils vont devoir manger. Voilà un socle. Pourquoi c'est important ce socle? Parce qu'en fait, sur ce socle, vous pouvez construire le changement. Une banque a répondu, c'est pas la vôtre, mais une autre, a répondu, pour nous, que nos clients soient des humains ou des IA, peu importe, on se doit d'être proche de nos clients. Vous imaginez pas l'acceptation du changement dans cette phrase-là. Et la force que ça donne, parce que j'ai un socle. On aurait pu parler de milliards de choses, complètement folles, comme de pouvoir bientôt parler avec les animaux. C'est plus la science-fiction, on y arrive. On aurait pu parler de transhumanisme, on aurait pu parler de plein de sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle. Ça sera pour une autre fois. Et si vous devez garder 5 choses de ce temps qu'on a passé ensemble, la première, vous l'avez compris, on va collaborer avec l'IA, qu'on le veuille ou non. Alors si vous ne le voulez pas, il y aura ce système à côté. Sinon, on y va. Alors je mets pour l'instant, pourquoi? La Chine envahit Taïwan, oups, petit changement. Ok. Les prix explosent, deuxième changement. Elle devient hyper puissante dans 8 ans, ok, on verra à ce moment-là. Aujourd'hui, on va dans ce monde-là, et il faut y aller sereinement en étant acteur. Deuxième point, le maître mot, c'est désapprendre. Désapprendre, désapprendre, désapprendre. Et j'en ajoute un, être critique. Le pire du pire que j'entends de plus en plus, et ça, l'IA me l'a dit. Ah oui, ça me fait de belles jambes. Mais ça, vous allez l'entendre de plus en plus. Troisième point, on est humain. Donc valorisons notre différence. À fond. N'essayons pas d'être en compétition avec l'IA. Ça serait la plus belle des erreurs. Valorisons nos différences. C'est clé. Et évidemment, ça imposera une organisation différente. Imaginez, simplement, si vous êtes manager, que vous allez manager des équipes hybrides où il y a des IA et des humains. Vous n'allez pas tout à fait manager de la même manière. Imaginez que votre manager ou manageuse devienne une IA. C'est pas la science-fiction, ça existe déjà dans des entreprises. Imaginez, pour ceux qui sont dirigeants, qui ont un codir, qu'il y aurait un membre de votre codir qui serait une IA. C'est pas de la science-fiction. Imaginez que le PDG de la boîte soit une IA. C'est pas de la science-fiction non plus, ça existe. Ce monde-là existe. Il est en train de grandir au fur et à mesure. Donc cette proximité obligera obligatoirement des organisations très différentes. Et enfin, le vivre antifragile, c'est simple. Si vous pensez que vous êtes au top et que tout se passera bien demain, vous avez tort. Si vous pensez que vous êtes au top, et le fait d'avoir été au top, c'est parce que vous avez bossé, vous avez appris, vous avez développé des expertises, des savoirs, des différenciations, et que vous allez mettre toutes ces compétences, toutes ces expertises, tous ces savoirs au profit d'une transformation continue pour le futur, vous serez les champions de demain, sans aucun doute. Merci.